Allez, go. Bonsoir à tous et Bonsoir. à toutes. Comment allez-vous? Comment vas-tu? Bah ouais, bonjour. Bah ouais, on a perdu 2 soldats en route. Bah oui. Alors j'ai un petit message du coup. Donc il y a le professeur Chalmel qui n'est pas là pour une très bonne raison. Il vient d'être papa, donc félicitations. Et le deuxième, Laurent. Bon, Papa lui aussi, c'est mais autre chose. d'un virus. Papa aussi, mais d'un virus, de la grippe. Voilà. Il est couché. Peut-être qu'il nous regarde. Mais on Quand lui fait même. des bisous. Ils sont là tous les deux là Ouais. juste au-dessus et sur le côté. Voilà, au-dessus de nous. nos têtes là. Et puis Voilà. donc on va Ils essayer veillent sur nous. d'assurer sans eux. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, ceux qui ont accès au chat. Normalement, niveau technique, on est bien. Parce que la dernière fois, il y a eu un petit... comment dire? La magie de Noël n'a pas opéré. Donc voilà. Mais normalement, tout marche bien. Ouais, n'hésitez pas. On a enlevé les 2 éléments qui apportaient de la négativité au projet. Donc voilà. J'espère qu'ils nous entendent bien. On n'a pas eu de réponse. Ouais, je sais pas si quelqu'un dans le chat peut dire si on nous entend ou pas, s'il vous plaît. Ah. Coucou Maëla et Camille. Plus beau sans Laurent. Ah, merci. C'est vrai. Mm-hmm. D'ailleurs, Maëla, qui préfères-tu entre Laurent et Romain? Je dirais rien. Je me prononce pas. Merci Oriane. Super, merci beaucoup. Du coup, on va peut-être quand même se représenter. Oui, c'est vrai qu'on fait comme si tout le monde nous connaissait. Mais on a beaucoup percé sur Twitch, donc voilà. On a une base. Eh ben, vas-y si tu veux. Eh bien, du coup, moi, c'est Maëla. Du coup, je suis infirmière sur le XAPA de Fougères, qui est un centre de consultation ambulatoire d'addiction. Et je travaille au sein d'un dispositif dans ce XAPA qui s'appelle la CJC, les consultations jeunes consommateurs, donc avec Romain et Laurent. On prend en charge des jeunes de moins de 25 ans. On les accueille soit au XAPA, soit en dehors, les familles, les entourages, du coup, thème de ce soir, les professionnels aussi qui s'occupent d'eux pour répondre à des questions, peu importe la question, on les accueille, ça peut être anonyme, c'est gratuit, voilà, on prévient pas les parents et donc on peut répondre aussi par mail, par téléphone, on n'est pas obligé de se rencontrer. Très bien, on espère que Laurent et Romain sont fiers de ta présentation. Bah ouais, parce que j'ai fait tout est sur tes épaules. Tu représentes l'entièreté des CJC de France. Non. Et donc moi c'est Camille Fontaine, je travaille pour Fougères Agglomération et Couesnon Marche de Bretagne. Et moi je fais de la prévention en santé mentale au sens large auprès des jeunes sur nos différents territoires, donc notamment en milieu scolaire, dans les collèges et dans les lycées. Je viens vous voir, peut-être que le lycée Jean Guéhenno nous regarde, les internes. On vous fait des bisous, si c'est le cas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou n'hésitez pas à nous dire si vous êtes présent aussi. Voilà. Et donc ce soir, nouvelle thématique. On avait une super thématique la dernière fois qui était Noël. On avait préparé énormément de choses, surtout Laurent. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc on s'est dit qu'on n'allait pas refaire Noël parce que du coup, c'était pas trop... voilà, c'est plus trop l'époque. Même si on a 2 repas de famille toute l'année. Bon courage pour ceux qui arrivent. Pour les galettes des rois. On aurait pu faire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais donc, ce soir, on va aborder la question de l'entourage, c'est-à-dire être proche de quelqu'un qui vit soit une souffrance psychique, soit qui a des conduites addictives, des consommations de substances, comment on peut faire de substances. J'ai l'impression de la avoir dit bizarrement, mais c'est ça. The Substance, si vous avez vu ce film, il est super. Voilà, quand on est ado, quand on a des parents qui peuvent avoir des problématiques, ou quand on est parent aussi, on peut avoir des ados en souffrance, donc essayer de voir comment on peut se positionner par rapport à ça, parce qu'on sait que ça peut être difficile et impacter sa propre santé mentale quand la santé mentale de ses proches est fragilisée ou est impactée. Donc voilà, on a préparé des petits reacts. C'est ça. Maëla et moi, donc il n'y aura pas de thèse ce soir. Bah non, désolé. Laurent n'est pas là. Bah non. Mais on espère que ça vous plaira quand même. On a prévu plein de petites choses malgré tout. Et donc on va commencer par un docu qui est dispo sur YouTube, sur France TV / même c'est France Télévisions qui nous a produit ce documentaire. Et en gros c'est une fille qui a filmé la dépression de sa sœur, qui a duré à peu près 4 ans. Et donc elle en a fait tout un petit documentaire qui dure 50 minutes et qui est assez cool.
Je l'ai vu dans son entièreté, contrairement à d'autres, parce que moi j'ai fait mes devoirs. J'avoue, je l'ai jamais vu celui-ci. Et donc je vais vous passer un petit extrait qui je trouve est assez bien représentatif de ce documentaire. Clock. Sister. Zouk, on est à peu près à 25 minutes. Pas mal, mais je me sens tellement vide, maman. Et ça, tu vois, par exemple, c'est... Pourquoi tu me filmes? Pour te montrer après, quand tu iras mieux. Tu veux que j'arrête de filmer, Elena? Pour vous. Et ça, c'est la première phrase qui est écrite. La personne, elle se sent vide. Et tout est au ralenti. Elle se considère pas... Tu vois, il y a les 10... je l'ai encore ouvert sur mon ordi en bas. Il y a les 10 points. Et tu les as tous, malheureusement. Mais Elena, comme c'est une maladie, on va pouvoir la soigner. Une perte d'intérêt et de plaisir, une grande fatigue, une vie ralentie par la dépression, trouble de la concentration et état dépressif, insomnie et autres troubles du sommeil, baisse de libido, estime de soi, culpabilité et dépression, perte d'appétit, manifestation somatique et dépression. Tu te reconnais dans certains trucs? Oui. Voilà. Donc ça montre toi, Elena, que c'est pas, il n'y a pas que toi, c'est une maladie qui existe. Et maintenant, il faut accepter que tu as cette maladie et maintenant on va se battre contre, avec toi. On a déjà entamé des choses, mais ce qui aiderait beaucoup, si c'est toi qui te bats. Voilà, on va pas tout regarder, mais... Ça commence fort. Mais à la fin, je voulais quand même juste vous montrer la fin. ça va mieux. Voilà. Sans vouloir spoiler, ça finit bien quand même, à la fin. Mais c'est quand même pas très fun. Alors, si vous voulez passer une soirée fun. Effectivement, c'est pas vraiment le truc à regarder, quoi. Voilà. Mais ouais. je trouvais ça assez intéressant. Dans tous les symptômes, entre guillemets, de la maladie qui sont assez bien définis, je trouvais. C'est effrayant, je trouve. À regarder, c'est particulier. Ouais. Et ouais, c'est vrai que rien qu'en regardant, c'est particulier. Donc quand on est sa famille, ça doit être encore plus... on doit se sentir inutile, quoi. Enfin, c'est pour ça que toutes les recherches Google aussi au début, je trouve ça cool. Oui, carrément. Parce que des fois, tu te sens tellement perdu que tu vas regarder, ou même sur ChatGPT, on a déjà fait un live là-dessus. Mais tu te sens perdu, quoi. Ouais, alors après, effectivement, il faut quand même faire attention aussi à tout ce qu'on peut aller regarder, hein, évidemment, sur Internet, comme partout. C'est un peu... Ça peut être dangereux, ça peut être... voilà. Faut faire attention, il faut retrouver sur des bonnes sources. Et puis, mais c'est vrai que la famille, ça a l'air d'être... c'est compliqué. Ouais. Waouh, ça m'a... Ah oui? Ah ouais. Bah, c'est vrai que c'est vraiment... C'est du réel, quoi, entre guillemets. Donc c'est assez... Ouais. Faut pas aller dormir tout de suite après avoir vu tout le... Oui, je comprends, du coup, je vais aller regarder, mais c'est vrai que c'est... Oh. Et là, effectivement, dans le documentaire, on voit que sa mère, elle a regardé sur Internet, et elle fait un peu un diagnostic avec une liste de symptômes un peu à cocher.
Donc, je sais pas si on ferait ça, si c'est pertinent ou pas. Mais... Après, l'idée, c'est d'essayer de peut-être l'amener aussi à elle se rendre compte des choses, mais de manière un petit peu plus... Enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça très violent de mon point de vue, mais... De lui dire ça comme elle l'a dit dans la vidéo ? Ou juste la voir un peu des deux, en fait. Je Ouais. me dis, c'est filmé en plus, alors c'est vrai que ça rend le truc... Ça fait vraiment, vraiment réel, quoi. J'ai vraiment mal pour elle. Mais j'avoue que... Et c'est vrai que dans une interview, elle dit... quelqu'un lui demande, mais comment... est-ce que ça te dérangeait qu'on te filmait alors que t'étais mal ? Et elle disait, en fait, j'étais tellement mal que je m'en foutais, en fait. Elle s'en apercevait même pas, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, ça lui passait complètement au-dessus. Bonsoir à Christol B. Ouais, Christophe. Qui vient d'arriver. Bonsoir. On a une petite question là-bas. Est-ce que la famille est toujours une ressource quand on souffre de dépression ? Moi, j'aurais envie de dire non, pas forcément. Non, pas toujours, je pense, non plus, parce qu'effectivement, dans la maladie mentale, ça peut être aussi très compliqué au sein même de la famille, en plus. Des fois, ça prend naissance dans la famille. Donc, je pense qu'il faut tenir compte de la famille pour plein de raisons, parce que ça peut quand même être une grande ressource, une grande aide. Et puis, mais c'est vraiment à interroger et à questionner avec le patient. Aussi, savoir un petit peu si pour lui, c'est plutôt soutenant ou pas. Et essayer de respecter ça aussi. Si c'est quelqu'un qui veut pas du tout... qu'on interroge sa famille ou s'occuper de sa famille ou au contraire s'éloigner, c'est quelque chose qu'il faut vraiment respecter aussi. Ouais, je pense que ça dépend de chaque personne. Mais on peut avoir une famille qui, au contraire, peut soit être la cause de notre mal-être, soit l'aggraver. Et c'est une personne qui dit ça dans les commentaires de cette vidéo qui est assez intéressant. Et elle dit elle a certains privilèges dans son malheur, entre guillemets, c'est qu'elle a quand même une famille qui est très soutenante. Elle a pu être dans une grande maison à la campagne, ne pas avoir à travailler pendant 4 ans. Donc ça aide un peu, même si elle a quand même mis 4 ans à s'en sortir malgré tout ça. Mais c'est quand même à prendre en compte que ça peut... si en plus on vit une grosse dépression et qu'on doit travailler, ou qu'on est en situation de précarité, ou si on est tout seul, qu'on n'a plus de famille, qu'on n'a personne aussi, c'est des moments qui peuvent être très très compliqués. Ça peut s'accumuler encore plus, Mais là, en tout cas, ce que moi je trouvais bien, c'est qu'elle le verbalise en lui disant c'est une maladie, donc c'est pas ta faute. Oui. Et ça, je trouve ça quand même bien de rappeler à la personne que c'est pas de sa faute si elle est mal. Parce que souvent, quand on est très mal ou quand on vit une grosse dépression comme ça, on se sent nul, on a l'impression que c'est nous, parce qu'on est trop fragile, parce qu'on est trop sensible, machin, alors que c'est une maladie. Je trouve ça bien de le mettre. Puis on peut se sentir aussi très très isolé. Donc le fait effectivement de lui dire que c'est une maladie, qu'il y a plein d'autres gens qui ont cette maladie-là aussi et que ça se guérit, ça peut être aussi... motivant pour la personne et ça peut lui donner envie de se battre, quoi. Et c'est vrai que là, la maman, elle a l'air assez directive, mais c'est un peu des fois ce qu'on peut avoir comme réaction face à une personne qui est en dépression. On a un peu envie de la secouer ou on sait plus comment faire parce que la personne, on a l'impression qu'elle comprend pas et tout, quoi. Donc, moi, j'ai une patiente cette semaine qui m'a dit on peut pas savoir ce que c'est tant qu'on n'en a pas eu une, en fait. En disant se sentir vraiment au fond, à plus pouvoir bouger, plus avoir envie de rien faire. Et elle dit, en fait, les gens vous disent quand même, ouvre les volets, lève-toi, fais des trucs. Et elle dit, même moi, elle me disait, même moi avant, je pensais ça. Et depuis qu'elle a été touchée par la dépression, elle se dit, en fait, non, faut le vivre pour vraiment s'apercevoir de l'enfer que c'est. Ouais, carrément. L'empathie, comprendre et tout, c'est le premier conseil qu'on peut donner. Parce que c'est difficile, les maladies mentales, entre guillemets, à voir. Si une personne s'est cassée une jambe, tu peux voir très facilement qu'elle va mal, mais si c'est une dépression, tu peux pas mettre un pansement sur la tête ou faire un truc plus simple, quoi. Donc, faut comprendre qu'une personne qui est en dépression, elle a plus... ça lui pompe toute son énergie, même si elle fait rien, quoi. Mais c'est la maladie qui veut ça, quoi. Et voilà. Donc des fois, juste s'informer aussi sur les troubles, les maladies, c'est déjà la première étape si on veut aider une personne, parce que ça change aussi notre perspective sur la manière dont on va aborder la personne. Si on sait que c'est la maladie qui lui pompe toute son énergie, on va pas aller lui dire allez, vas-y,
Tu fais, va prendre ta douche, c'est facile, c'est pas compliqué, machin, quoi. Mm-mm. Et une question, est-ce qu'on est tous égaux face à la maladie mentale ? Comme on l'a dit, du coup, il y a un contexte, par exemple, son niveau de vie, sa famille, le lieu où on habite, tout ça déjà n'est pas égal. Ouais. Et puis, on réagit tous différemment, en fait, que ce soit à la tristesse, à la perte d'un proche, à la perte d'un boulot, à une séparation. Enfin voilà, et effectivement, on n'est pas tous égaux face à ça parce que y a des gens qui vont se relever, qui vont être plutôt forts, qui vont réussir à avancer, à aller de l'avant, et il y en a d'autres qui vont, au contraire, sombrer complètement et plus savoir quoi faire. Et ça, c'est la première chose, justement, je pense que c'est... Enfin, une des premières choses aussi, c'est de comprendre que, justement, on n'est pas tous égaux face à ça et que faut respecter aussi les symptômes et les ressentis de chacun. On peut pas se dire moi je réagirais comme ça, donc il faut que l'autre réagisse comme ça, en fait. C'est pas possible. Ouais. Et donc, la patience, surtout. Donc oui, la réponse est non. Voilà, donc je vous conseille d'aller le voir. Bon, un peu trigger warning, ça parle aussi de violence sexuelle, parce qu'elle a fait une dépression suite à un gros traumatisme dans son histoire, mais il y a la clim qui s'est déclenchée. Du coup, c'est moi qui vais être malade demain. Pourquoi pas. J'espère que ça s'entend pas, en tout cas. Toujours sur la dépression, sinon un petit truc un peu plus rigolo. Ça peut permettre de... Merci de faire une petite transition. Contrebalancer. Non. C'est un mec qui joue un antidépresseur dans le corps humain. Ah oui. Ok. Attends, mais c'est quoi que t'es en train de prendre là? C'est quoi? Oh, rien, c'est juste un médicament que le médecin m'a donné pour me sentir. Oh, ok. Je comprends, ouais. 3 jours que le mec il mange plus. Il est déprimé de fou là. Ouais, je sais, mais faut parler avec le cerveau. C'est mais le problème c'est que le cerveau il veut plus rien savoir lui là. C'est qui? Je sais pas, mais va voir. Ok, mais j'espère que c'est de la bouffe parce qu'on a faim ici. C'est qui? Juste ouvre la porte, je suis ici pour changer les gens. Ok, c'est bon. Tiens, vas-y. Ah ouais, mais non, dépression, personne. Je pensais que t'étais une légende urbaine. Ah non, je suis bien réel, je te dis. La dépression, il est là-bas, il est là-bas. Tranquille. Juste, il est où le cerveau là? Il est là-bas. Mais le cerveau, il veut parler avec personne, là, ça fait des jours. Ça, c'est vrai, je sais pas comment tu vas faire. Vous inquiétez pas. Même les muets, je les fais parler. Oh, il a tellement de temps. Cerveau! Oui, parle avec cerveau. Donne-moi ta main. Cerveau, il va nous donner sa main. Ils vont se donner la main. Vas-y, donne-moi. Oh, la connexion. C'est le temps de la fête. C'est parti. On se passe pas là. Mais t'inquiète, mais lui, en fait, on peut pas l'arrêter du jour au lendemain, là. Parce que s'il part, il va trop nous manquer. Ouais, je sais. Mais on va manger. Ah, mais lui, il prend juste à la nourriture. Bon, je sais ce que je lui dis à Martin, tu vois. T'as pas faim par hasard, toi? Ouais, un peu. On va manger. Ah, ok, vas-y. Voilà, je l'adore. C'est rigolo, carrément. Voilà, on a réussi à trouver des trucs rigolos quand même. C'est vrai que le sujet n'était pas évident. Ouais, c'est rigolo ça. Bon, ça marche pas aussi vite que ça, mais... Non, mais j'aime bien le côté où les organes ils disent qu'ils reçoivent plus rien du cerveau. Ouais, et quand t'es en dépression, des fois t'as un peu cette impression-là que ton cerveau il te donne plus de signaux de faim, de rien. Déconnecté, ouais. Un peu déconnecté, quoi. Donc voilà. Joli. Je sais pas, est-ce que tu sais ce que ça fait l'antidépresseur dans le cerveau? En fait, ça va agir sur... Alors, il y a différentes classes d'antidépresseurs et il y en a qui vont agir sur la sérotonine, qui vont du coup essayer relancer un petit peu comment on dit là le circuit... Ouais, le circuit avec la libération de la sérotonine et tout ça. Et donc, du coup, ça va permettre de reprendre un peu vie, quoi. Ok. Donc d'où le cœur qui recommence un peu à... Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, comme ça redonne envie, ça va redonner de la motivation, plein de choses. Et donc, effectivement, le fait de ne plus avoir faim, le fait de ne pas dormir, d'avoir des idées un peu sombres et tout ça, c'est des symptômes de la dépression. Donc, l'antidépresseur, normalement, est censé évidemment contrebalancer ça et donc aider la personne à remonter la pente, quoi. Ok. Et on peut sortir d'une dépression sans prendre d'antidépresseur?
tout dépend de la gravité de la dépression, tout dépend de la personne aussi. Comme on disait tout à l'heure, on n'est pas vraiment tous égaux en fait, face à la maladie mentale. Et du coup, c'est pareil. Il y a des gens qui vont faire une dépression, mais du coup, vont aller puiser en eux et réussir à remonter la pente tout seul et à avancer. Et d'autres qui vont avoir besoin de ce petit coup de pouce, de traitement. Pour certains, ça va être une hospitalisation, ça va être un suivi. Et il y en a d'autres qui n'auront pas besoin de tout ça. Donc, ça dépend vraiment des situations et des gens. Et les gens ont souvent peur, d'ailleurs, de se dire j'ai besoin de traitement, j'ai besoin de ça. Parce que c'est aussi avouer que on n'y arrive pas tout seul. Et d'aller demander de l'aide. Prendre des médicaments, j'ai l'impression que c'est quand même un cap un peu psychologique à passer, quoi. Parce que c'est quand même avouer que on n'arrive pas tout seul. Et pour plein de gens, c'est un peu un signe de faiblesse. Alors qu'au contraire, moi, je trouve que c'est plutôt un signe de force de se dire voilà, j'y arrive pas en fait et je me rends compte que ça va pas et que j'ai besoin. Donc ça, c'est déjà un énorme pas de se dire je vais pas bien, j'ai besoin d'aide et j'y vais. C'est un peu comme nous dans les addictions, le cap de prendre le rendez-vous et de se dire juste j'ai besoin d'aide en fait, c'est déjà un énorme pas pour les gens. Ouais. Mais c'est vrai que souvent les personnes qui sont malades en fait c'est des personnes qui sont hyper fortes quoi finalement, parce que réussir quand même à continuer de vivre, à se prendre en main et tout malgré la maladie, c'est quand même hyper difficile. Donc voilà. Et on peut devenir addict aux antidépresseurs ou ce genre de choses. Alors c'est pas une addiction. Après c'est quand même des traitements qui sont à prendre. Alors déjà sur un certain laps de temps, on dit au minimum 6 mois en général, et c'est des traitements qu'il faut baisser petit à petit avec son médecin et faire les choses correctement, parce qu'en fait en arrêtant du jour au lendemain tout ça, il y a quand même derrière tu peux avoir quand même une grosse baisse de morale et vraiment que ça redescende très très fortement au niveau du moral, et voilà, il peut y avoir des risques quand même de grosses rechutes, et puis avec pour certains des idées noires, des idées suicidaires. Et, donc c'est vraiment des traitements quand même à prendre avec un médecin, accompagné, et puis pour le prendre et pour l'arrêter en fait. Ok. Merci pour ces informations. De rien. Voilà pour la dépression. Vous en voulez encore? J'essaie de mettre un peu de légèreté dans ce... Est-ce que tu veux qu'on regarde un petit truc? Tac. Ah oui, alors toi, tu étais parti un petit peu effectivement sur le côté maladie mentale, là. Moi, j'avais plutôt des choses sur l'addictologie, évidemment. Et bien sûr. On peut prendre la première, là. Celle-ci. Ouais, celle-ci. Sandra Pinel. Ouais, c'est une pote? Non, c'est une... Je m'appelle... Ok. C'est une ancienne une infirmière qui est maintenant patiente experte, je crois aussi. Ok. Sandra Pinel, je suis... Tu veux qu'on regarde dès le début? On peut. Ouais. Oui, on peut. C'est première 5 minutes, patiente experte addiction, c'est-à-dire que je suis passée par un parcours de vie dans les conduites addictives et que je m'en suis rétablie. J'ai commencé ma vie dans la codépendance. J'avais mon papa qui consommait excessivement de l'alcool. J'ai voulu le sauver, comme bien des proches essayent de le faire, avant de comprendre qu'il n'y avait que moi que je pouvais sauver. Refuser, par exemple, d'être en présence de la personne qui a consommé excessivement et qui parfois peut avoir des mots en plus très très durs. Donc ça peut être de changer de pièce, ça peut être d'aller se balader, de sortir avec les enfants, d'aller faire un tour dans un parc par exemple sans elle. On ne peut pas faire pour la personne. Moi quand j'étais adolescente, je pensais que je pouvais sauver mon père contre son gré, sauf que j'étais une enfant d'une personne qui consommait trop et que je pouvais l'accompagner, le soutenir, mais je ne pouvais pas le soigner parce qu'il y a trop d'affect, il y a trop d'émotions, on n'a pas de recul. On ne peut pas soigner quelqu'un qui n'est encore pas prêt
à le faire, à se faire aider. Ne pas faire pour la personne, c'est par exemple ne pas appeler son employeur quand elle se réveille pas pour aller au travail. C'est ne pas acheter non plus le produit pour elle, donc souvent c'est plus l'alcool, parce que sinon elle ne prend pas la mesure des conséquences de ses consommations. L'essentiel, c'est que vous puissiez exprimer ce que vous ressentez et que la personne l'entende. Lui dire quand elle a consommé, ça va avoir peu d'effet parce que elle n'est pas en état de comprendre. Il vaut mieux le lendemain matin, quand elle est réveillée, attendre un petit peu qu'elle soit bien réveillée pour lui dire ce que vous avez ressenti, comment vous avez vécu cette période de consommation. Employez plutôt Termine juste, pardon. Ah oui. le je aussi, parce que si vous n'employez pas le je, c'est tu bois trop, par exemple. Ça peut être vécu comme une injonction par la personne. Quand vous dites je vais te quitter si tu continues à consommer, c'est vécu comme du chantage et ça peut entraîner des confrontations. Il vaut mieux dire je vis mal ce qui se passe là actuellement, je souffre, je suis en difficulté, je m'inquiète pour toi. Ça aura beaucoup plus d'impact. Et parfois, c'est peut-être plus simple pour certaines personnes d'écrire. D'écrire ce que vous ressentez, ça permet de prendre aussi un petit peu de recul. Et même si vous ne lui donnez pas la lettre ou le mot, ça vous aide à poser les mots et à le dire plus facilement le lendemain, une fois que la période de consommation est passée. Je me permets juste d'arrêter un petit peu. Alors du coup, je vais revenir sur les 2-3 conseils là qu'on a vus. Alors effectivement, nous, par exemple... le premier conseil parlait un peu de... Elle disait avant qu'elle était codépendante, en fait. Ça, c'est... nous, on rencontre beaucoup d'entourage de patients consommateurs qui sont du coup codépendants. Alors, avec tout ce que ça implique, se mettre eux de côté, ne pas penser à eux, faire pour l'autre, toujours excuser l'autre. Effectivement, quand elle dit c'est même aller acheter pour l'autre, alors... Moi, j'ai des mamans qui vont acheter la drogue pour leur enfant, en fait, enfin pour leurs jeunes, du coup, ou leurs jeunes adultes, en tout cas, qui vont en se disant je le fais comme ça, ça lui évite à lui d'aller, de risquer des choses et tout ça. Et il y a des gens qui s'endettent, enfin voilà. Et le fait de dire, de se poser des limites aussi, ça permet, comme elle disait, de montrer à la personne qui consomme qu'à un moment donné, non, c'est plus possible, en fait. Et c'est ça aussi toute la complexité des entourages, c'est que y a tout le côté émotionnel qui lie les familles, les amis, les personnes qu'on aime en fait, et qui peuvent être dépendantes ou mal en tout cas. Et voilà, il y a tout ce côté émotionnel. Donc c'est aussi pour ça que nous, alors nous du coup au XAPA, on reçoit des entourages. Il y a des consultations, il n'y a pas du tout d'obligation que la personne consommatrice soit suivie dans notre XAPA, en fait, peu importe. On n'est pas sectorisé, donc pareil, peu importe le lieu d'habitation. Si la famille veut aller ailleurs, il n'y a pas de souci. Et c'est toujours un autre professionnel qui reçoit, si jamais le proche est suivi aussi, c'est toujours un autre professionnel qui va recevoir... la famille, l'entourage, en fait, pour pas qu'il y ait de soucis au niveau secret professionnel et tout ça. Et l'idée, c'est pas d'aller, du coup, raconter comment ça se passe avec la personne qui connaissent, évidemment. C'est plutôt d'aller, justement, aider les familles à se positionner, à réussir à dire non, à apprendre à dire non, réussir à trouver le bon positionnement, les bons mots pour accompagner en fait au mieux leurs proches et pas se mettre eux en difficulté. Et ça leur permet aussi eux d'avoir un endroit où venir un peu décharger tout en fait. Juste venir dire voilà, j'en peux plus, je garde tout, c'est dur, voilà. Donc okay. Les consultations entourage, elles servent à ça, et donc faut pas hésiter à aller dans l'XAPA ou même déjà dans un premier temps avec son médecin généraliste pour en parler et se libérer un peu. Oui, c'est ça, c'est pas forcément nous qui sommes concernés par une addiction, ça peut être pour avoir des conseils pour un proche, quoi. En fait, il y a à peu près, on dit quand il y a une personne qui consomme, il y a à peu près 5-6 personnes autour qui en souffrent. Ouais. Donc voilà, ça fait beaucoup de personnes à souffrir, et donc voilà, faut pas hésiter à se libérer de ça et à aller en parler aussi. Ouais. Parce que c'est normal de pas aller bien, enfin c'est légitime entre guillemets
de pas aller bien. J'ai des témoignages TikTok de jeunes aussi qui sont hyper intéressants qu'on pourra regarder. Tu veux qu'on regarde la Ouais, fin on peut regarder la fin. Souvent un proche aidant, puis c'est aussi moi ce que je pensais quand j'étais adolescente, c'est que c'est pas moi qui est malade. C'est mon père qui boit trop, c'est pas moi. Sauf que quand on est un proche aidant, on vit des choses difficiles, on vit les conséquences des consommations. On est légitime à se faire aider. Les professionnels de la dictologie peuvent vous accompagner. Il y a bien sûr le médecin traitant qui est souvent l'acteur de premier recours, qui va pouvoir orienter. Il y a également les centres médico-psychologiques et puis les groupes d'entraide. Les groupes d'anciens buveurs, comme on peut les appeler, mais c'est toute addiction. Il y a des associations qui existent et qui aident aussi les proches aidants. Donc c'est important de se faire aider. Il y a le forum Addicted, par exemple, qui est un forum anonyme. Et puis il y a des groupes Facebook qu'on trouve de plus en plus. Par exemple, addiction et alcool, ensemble on est plus fort. On accueille aussi bien les personnes qui se posent des questions sur leur consommation, ceux qui ont arrêté, et puis évidemment les proches aidants aussi sont les bienvenus. Si on ne prend pas soin de soi, on risque de sombrer soi-même de par les conséquences des consommations de la personne. C'est très difficile à vivre, hein, c'est souffrant, hein, on souffre énormément. Quand on a quelqu'un qui consomme trop, on veut contrôler, on ne veut pas que ça se voit, on a énormément de peur. Avoir ces moments où on va souffler, on va prendre soin de soi. Alors ça peut être pour une femme aller faire un soin du visage, ça peut aller voir une amie, aller se balader, faire une activité, ne pas renoncer finalement aux activités qu'on aime pour continuer à cacher. C'est avoir des moments de respiration. Ça permet de prendre du recul et ça évite de sombrer soi-même en même temps que la personne. Bon, j'avais un petit peu anticipé médecin traitant, XAPA, tout ça, mais on vous laissera aussi après. J'ai regroupé quelques contacts, donc des forums d'entraide, des numéros de téléphone, des noms d'associations aussi qui sont tous là pour répondre aux questions, aider, informer, orienter et écouter surtout en fait les proches ou les patients, mais c'est aussi valable pour les proches et souvent de se dire à plusieurs en fait. Voilà, je suis pas toute seule à ressentir ça ou je suis pas tout seul parce que comme elle disait, on essaye de cacher les choses. C'est encore tabou de se dire j'ai mon mari, ma femme, mon enfant qui consomme. C'est toujours très compliqué. C'est des gens qui sont très isolés, qui cachent, qui sortent plus, qui vont plus voir les amis parce que on ne sait pas comment il va réagir, des choses comme ça. Donc l'isolement aussi, c'est quelque chose qui vraiment va faire mal en fait aux proches et à l'entourage. Donc l'idée de se dire, même si on sort plus, l'idée maintenant avec Internet en fait de se dire il y a des forums de partage où on peut trouver un peu de réconfort et de se dire en fait il y a d'autres gens qui vivent la même chose que moi, je suis pas tout seul. C'est aussi un premier pas déjà pour se libérer un petit peu de tout ça. Et donc si derrière après ça aide aussi à sortir de la maison et à faire le premier pas pour aller aussi demander de l'aide, c'est chouette. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu le point commun de toutes les personnes aidantes, c'est qu'elles se sentent seules un peu. Donc déjà rien qu'en parler, même des fois sous les vidéos YouTube, sous les TikTok, dans les espaces de commentaires et tout, même sous la vidéo de la dépression là qu'on a vu juste avant, avec sa sœur qui filme sa sœur et tout, il y a plein de témoignages sous la vidéo qui sont hyper bouleversants et il y en a beaucoup qui disent que ça leur a fait du bien de voir qu'ils sont pas seuls quoi. Oui, et pour le coup, les réseaux sociaux sont pas que négatifs parce que je pense que pour beaucoup de personnes, ça peut être aussi des lieux ressources parce que alors les forums de partage, les numéros de téléphone, tout ça, c'est des choses qui existent depuis très 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 longtemps, mais maintenant, comme tu disais, il y a des vidéos TikTok, il y a des commentaires sous les vidéos, c'est vraiment des choses très modernes et qui, je pense, peuvent aider quand même beaucoup de gens. Ouais, c'est clair. À sortir de l'isolement et à avoir un peu de réconfort et de l'écoute. Sortir un peu des fois on a honte même de nos propres proches, etc. Donc ça peut aider à ne plus avoir honte et se dire en fait c'est pas de ma faute. Déjà c'est pas de ma faute si mon proche il va pas bien. C'est ça. Et voilà. On n'est pas des sauveurs non plus, on peut pas sauver tout le monde. Et voilà. T'avais autre chose ou...
Eh ben, celle-ci peut-être. L'avant-dernière? Non, la troisième. Ouais. Là, c'est mieux parce que je vois. Voilà, d'habitude, je vois rien. C'est long. J'ai mis peut-être au bout. Ah oui. Désolée. Cloc. Voilà, à 50 secondes. Für mich war das eigentlich normal gewesen, bis ich da etwa vor 15 Jahren den Job verloren habe und alles zusammengekracht ist, oder als solches. Da habe ich einfach gewusst, nach jahrzehntelangen Suizidgedanken, aber kein Versuch, ich hatte auch den Mut nicht gehabt und Kraft, habe ich gesagt, so geht mein Leben nicht mehr weiter. Es kann es nicht mehr sein. Les proches s'adressent à nous parce qu'ils sont fatigués, ils sont parfois même épuisés. Ils ont essayé beaucoup de choses pour aider, pour soutenir leurs proches dépendants. Et puis, ils sont parfois découragés, ils ont un certain sentiment d'impuissance, ils ont besoin de parler. Ich habe jeden Tag Angst gehabt, vor dem Moment, wo er heimkommt vom Arbeiten, weil er ist besoffen. Vor dem Arbeiten heimkommt. Der Sohn ist an die Tür gerannt, er war nicht einmal 2 und hat geschrien, nein Papi, weil er gewusst hat, dass es wieder losgeht. Er ist nur heimgekommen zum Schreien, hat auf die Möbel geschlagen, hat mich bedroht. Also, es war eigentlich eine recht hohe Phase. So. On a eu un... Il y a quand même toujours des petits soucis, même quand les deux portes malheur sont pas... Un petit blackout. On n'a pas assez bougé, du coup. C'était pas par rapport à la vidéo qu'on rigolait. Non, pas du tout. On a été dans le noir. Voilà, du coup, c'est aussi pour dire que... alors, là, pour le coup, c'était un enfant. Alors, c'est en Suisse, hein, c'est pour ça que ça parle une autre langue. Voilà, les enfants aussi sont toujours très impactés parce que... parce qu'ils sont petits, parce qu'ils comprennent pas, parce que du coup de se dire c'est de ma faute, comment ça se fait, pourquoi il est comme ça. Et là la deuxième personne disait aussi qu'elle appréhendait, donc c'est aussi des gens qui c'est aussi les enfants, c'est aussi et puis tous les proches, c'est des gens qui vivent parfois dans la peur de la personne qui va rentrer alcoolisée, qui aurait pris une substance avec parfois de la violence, parfois des mots pas très sympas. Voilà, donc c'est tous ces sentiments-là, c'est voilà, la souffrance quand même des proches et voilà, vivre dans la peur, dans la culpabilité, avec ce sentiment d'impuissance, c'est compliqué. Mais oui, la lumière est déprimée, c'est ça. Et du coup, on n'a pas répondu à la question qui était juste avant. J'ai des amis qui sont un peu accros, je peux lui dire quoi ? Avec le médicament. Donc accro aux médicaments. Accro aux médicaments, mais alors juste avant Christolbe, on parlait des antidépresseurs. Est-ce que c'est de ça dont tu veux parler ou pas ? Ou c'est vraiment des gens qui sont accros à des médicaments ? Parce que du coup, voilà, si ça concerne des antidépresseurs, c'est pas être accro en fait, c'est plutôt le fait que ce soit des médicaments qui aident à aller mieux. Et donc, quand on les arrête au bout d'un moment, voilà, je disais que si on les arrête tout seul d'un coup, ça peut être très compliqué après. Donc, c'est plutôt des traitements qu'il faut arrêter tout doucement et de manière encadrée avec un médecin ou des soignants. Et si c'est des gens qui sont dépendants aux médicaments, alors après, tout dépend des médicaments, mais il y a des sevrages aussi, en fait, pour les médicaments qu'il faut faire. Mais comme elle disait dans l'autre vidéo qu'on regardait, de partir de ses impressions à soi, de dire je m'inquiète pour toi au lieu de tu m'inquiètes. Aborder la question comme ça va pas braquer directement la personne. Parce qu'une personne même qui est en souffrance ou en maladie, elle peut surinterpréter un peu parfois le moindre petit signal. Elle va l'interpréter comme une agression, comme un jugement, etc. Et ça va. Accusation en fait. Ouais. Donc ça va directement peut-être braquer la personne, quoi. Voilà. Je sais pas si on a répondu à ta question. Voilà, dans la même thématique, j'avais des
petit TikTok que je trouvais cool. Peut-être celui-là. Il est... Un témoignage d'une jeune. Merci, c'est gentil, mais fallait pas, je bois pas d'alcool en fait. La meuf, elle est coincée du Et toi, sinon, Sarah, ils font quoi tes parents dans la vie? Mes parents, je sais pas de parents. C'est moi. Ah bon? Comment ça? T'as été adoptée? En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que c'est moi qui m'occupe de Jean. Merci, c'est... Alors du coup, merci Christolbe, je reviens du coup. Donc c'était pour les antidépresseurs et vous avez répondu à ma question. Ok, très bien. C'est encore triste. Oui. Mais je crois que ça revenait un peu à ce que tu disais, où la personne, elle passe un peu derrière, elle s'occupe. Et quand on est enfant et qu'on doit s'occuper de nos parents, c'est... C'est ça. C'est ce qu'on appelle la parentification. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, des enfants qui prennent en fait ce rôle-là, finalement, de parents à la place des parents pour s'occuper d'eux. Et il y en a qui se retrouvent à devoir faire à manger, à nettoyer la maison, des choses comme ça. Ouais. Donc... c'est vrai que ces jeunes-là, il faut pouvoir à un moment donné les entendre et les écouter aussi. Ouais. Et des fois, tu as honte de dire ça à tes potes, que tu t'occupes de tes parents, donc tu fais genre tout va bien auprès des autres, mais en fait, et ça donne un courage énorme. Enfin, j'ai beaucoup d'admiration pour ces jeunes qui s'occupent de leurs parents, qui ensuite le lendemain vont au lycée comme si de rien n'était, etc. Enfin, voilà. Et comme elle dit à la fin de la vidéo, on est légitime d'en souffrir et d'en parler, quoi. Donc, courage à vous si ça vous arrive. Et ça, c'est au contraire, c'est une personne qui a pu aider, je crois, ses parents. Et comment aider vos proches à arrêter l'alcool? C'est les questions que je reçois le plus, et donc aujourd'hui, je vais me baser sur ce commentaire pour y répondre. Mais ça risque de pas trop vous plaire les réponses. Déjà, vous êtes hyper nombreux à me dire bravo, t'as réussi, merci. Mais bravo, t'as réussi, comment t'as réussi? Les gars, j'ai réussi après 46 000 fois où j'ai pas réussi. Ça a été quoi le déclic? Comment du jour au lendemain t'as réussi? Ça a pris des années, J'ai arrêté l'alcool parce que j'avais plus le choix. C'est pas un jour j'ai compris qu'il fallait que j'arrête l'alcool et j'ai arrêté l'alcool. Il y a eu le jour où j'ai compris qu'il fallait que j'arrête l'alcool. Et il y a des années qui sont parties après que jusqu'au moment où je suis devenue sobre. Il y a des dizaines de fois où j'ai dit c'est la dernière fois. Il y a eu des mois où j'ai su que j'étais alcoolique et je le disais pas. Mais du coup, ça rejoint un peu ta deuxième question. Alors, comment aider un proche qui a un problème avec l'alcool? J'ai deux choses à dire. Première chose, vous ne pourrez pas l'aider à arrêter de boire. C'est une décision qui ne peut que être prise par la personne concernée. Je sais que cette réponse fait pas plaisir, mais elle est vraie. En revanche, vous pouvez soutenir la personne dans sa sobriété, l'encourager, l'accompagner, vraiment verbaliser votre soutien, vous-même proposer des alternatives soft. Moi, mon entourage m'a tellement tiré vers l'eau et sans eux, je pense que je ne serais pas sobre. Mais quand ils allaient me faire des réflexions avant que je sois sobre, pas des réflexions reloues, des réflexions genre préventives, c'était horrible parce qu'ils me disaient des choses que je savais déjà, mais je voulais pas qu'on en parle en fait. Parce que si je le verbalisais, ça devenait réel. Enfin, je savais que c'était réel, mais si je le verbalisais, il fallait que j'agisse dessus. Et je sais que c'est frustrant. Je sais qu'on aimerait pouvoir aller voir nos proches alcooliques et leur dire « Eh oh, t'es alcoolique !» Mais je vous jure qu'ils le savent. Et qu'ils ont juste pas envie d'arrêter de boire. Et d'un autre côté, je suis la première à dire que ce qui a été mon plus grand pilier, c'est le soutien de mes proches. Donc, j'espère que mon propos est bien exprimé. Après, je pourrais faire une vidéo plus explicative sur mon histoire personnelle de vraiment comment moi j'ai arrêté l'alcool. Mais, en fait, j'ai pas une réponse à comme ça. Parce que justement, c'est ultra complexe. Et long. Et fastidieux.
Voilà, je trouve ça cool. Je sais pas si tu es d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Alors c'est intéressant je quand connais elle pas totalement en dicto. Quand elle commence par dire voilà, vous me félicitez, c'est bien, j'ai arrêté, mais en fait elle a essayé des milliers de fois avant. Elle rappelle quand même que voilà, c'est une maladie chronique. Donc qui dit maladie chronique dit rechute aussi. Et en fait, voilà, parcours assez long. Et c'est ça qui est compliqué aussi pour les familles parce que justement... il y aura des rechutes. Ils aimeraient qu'on se dise j'arrête. Mais comme elle dit, c'est complexe, c'est fastidieux, c'est très très dur. Et donc des rechutes, il y en aura. Et c'est vrai que soutenir la personne, l'accompagner, sans la juger, sans être à toujours dire qu'elle déçoit, que c'est compliqué. C'est vrai que c'est des choses qui les aident quand même. Et comme elle dit... Ils savent très bien en fait que... Oui, c'est ça que je vais te demander. Est-ce que vraiment une personne qui est alcoolique, elle le sait un peu au fond d'elle Alors à partir du moment où ils viennent nous voir, il y en a qui se rendent compte. En fait, ils viennent nous voir en disant je consomme. Alors il y en a qui veulent faire des points, savoir un peu où ils en sont, parce qu'effectivement, ça fait notre travail, c'est aussi ça. Venir questionner en fait leur manière de consommer, est-ce que où ils en sont, faire un petit point un petit peu sur leur consommation. Et pour ceux qui sont en fait on a un peu tout, il y a tous les profils. Il y a les patients qui viennent aussi par obligation de soins et qui disent c'était juste une fois et je me suis fait gauler. Enfin il y a des choses aussi comme ça. C'est très complexe. La dictologie, c'est il y a des gens, ils vont nous dire oui, je sais que c'est pas bien, je sais que ça, mais en fait c'est très compliqué. Ça se passe dans le cerveau. Il y a c'est pas. C'est pas qu'une simple question de volonté. Pas du tout. Et c'est aussi ça nous qu'on explique aux entourages quand ils viennent nous voir, c'est que c'est pas, elle a pas envie d'arrêter en fait. C'est juste des fois c'est pas possible. Des fois effectivement il y a peut-être encore trop de bénéfices à la consommation pour certains, et il y en a d'autres qui voudraient arrêter, qui essayent, qui vont en cure et qui rechutent. En fait, c'est toute la complexité, c'est que ça s'arrête pas seulement à je veux, je fais en fait. C'est que derrière, c'est un combat quand même, c'est un combat à vie en fait. La lutte contre l'addiction qu'on a, une fois qu'on a arrêté, faut pas se dire c'est fini quoi. C'est vraiment un combat, et nous c'est aussi notre travail d'accompagner derrière les gens dans l'abstinence ou dans la diminution en tout cas des consommations. Et comme elle dit, ça c'est le soutien en fait, les soutenir. Et la famille, il faut nous on explique tout ça, que c'est vraiment une maladie chronique, qui a des rechutes, et que malgré les rechutes il faut quand même soutenir la personne et essayer de l'aider au max en fait. C'est ça. Et je sais pas, à un moment donné, elle dit je sais plus ce qu'elle dit. Elle dit qu'il y a que la personne qui peut décider. Alors comment elle le formule. On voit beaucoup de... Disons qu'on ne peut pas forcer la personne à aller en sevrage, à aller en cure, en post-cure. On ne peut pas les forcer, les personnes qui consomment. Et souvent, les familles aimeraient que les gens y aillent. Et en fait, souvent, des fois, le professionnel ou la famille, on aimerait que ça aille un peu plus vite. On veut toujours un peu plus vite. Et on n'est pas dans le même intervalle de temps que les patients. Souvent, nous, on avance vite et puis les patients ne sont pas encore là. Donc, les familles, c'est pareil. Quand les familles sont vraiment en souffrance, ils se disent là, il faut que tu ailles te faire hospitaliser, t'arrêtes. Enfin, et c'est maintenant. La personne, dans son cheminement, dans sa maladie, elle n'en est peut-être pas là. Et c'est pas aussi facile de prendre cette décision. Et donc, envoyer quelqu'un qui vient nous voir et qui dit je veux faire un sevrage, nous on va aussi questionner un petit peu sa motivation, qu'est-ce que c'est, pourquoi, tout ça, parce que les gens qui disent je viens parce que ma femme m'a demandé de venir, c'est compliqué en fait. Parce que la décision effectivement leur appartient pas forcément, et des fois il y a des pressions familiales, il y a des pressions au travail, des choses comme ça, et agir avec cette pression, c'est pas forcément la meilleure solution. Mais c'est vrai je peux imaginer que quand t'es un proche et que t'es vraiment fatigué, t'es à bout, t'as envie que ça se termine le plus rapidement possible. Tout à fait. Et du coup, t'as envie. Sauf que du coup, tu vas pas avoir les bons réflexes ou comportements, et du coup, ça va faire durer encore plus.
vaut mieux accepter que ça dure un petit peu plus longtemps, mais que de braquer tout de suite la personne, et du coup ça va encore plus rallonger le temps de la guérison. Quand même. C'est ce que nous on essaye d'expliquer aux familles en fait. On explique que c'est vraiment une maladie chronique avec des rechutes, et comment prendre les rechutes aussi. C'est pas négatif en fait. C'est vraiment il faut comprendre pourquoi il y a eu rechute, pour travailler dessus, éviter que ça se reproduise, éviter que et préparer les choses en fait. Il faut préparer, il faut anticiper aussi souvent la sortie de cure, des choses comme ça aussi, et se dire anticiper un peu les situations à risque, réfléchir un petit peu si telle ou telle situation se présente, comment je réagis, la dernière fois j'ai pas su faire, ou j'ai pas fait comme ça, j'ai mieux fait. L'idée c'est d'essayer de se questionner un petit peu sur tout ça, et l'accompagnement des familles, ça fait aussi partie de ça. Mais c'est vrai que dans tous les cas, que ce soit la dépression, l'addiction, faut accepter que ça prenne du temps, quoi. Même si on a, dans nos vies, dans nos sociétés, on a envie que tout aille vite, mais malheureusement, ça prend du temps. Voilà, donc j'ai bien aimé son témoignage, je trouve qu'au moins elle le dit avec ses mots et tout, je trouve ça assez vulgarisé. Et voilà. Je sais pas si on aurait pu aller checker les commentaires, mais après, ça fait déjà 1 heure. On voit pas les commentaires, bon c'est pas grave. Hop. Voilà, est-ce que tu as un petit truc à nous montrer ? L'avant-dernière là. L'avant-dernière c'est... pas mal je crois. Faites vivre un enfer à votre entourage en toute conscience. Dors en toute conscience. Je vais t'instruire un tout petit peu. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'addiction est une maladie chronique du cerveau qui est caractérisée par une dépendance à une substance ou un comportement malgré ses conséquences négatives. En gros, je te fais un petit résumé si t'as pas compris. C'est une maladie qui altère le jugement, les émotions et la capacité à faire des choix lucides. Non, on ne fait pas vivre un enfer en pleine conscience. Non, non, non. Ce n'est pas une excuse, c'est une raison médicale. Voilà. Bon, voilà, je trouvais... je trouve que ça répond un peu à la question de Christelle qui me dit comment expliquer à mes proches avec ma dépendance d'alcool, avec les rechutes, de partir du fait du fait médical, entre guillemets, que médicalement parlant, c'est comme ça que ça se passe, une addiction, c'est comme ça que... Ouais, et puis là, il disait vraiment que ils font vivre cet enfer en toute conscience. Alors, en fait, ils souffrent aussi, en fait, quand... Certes, donc là, on est sur la famille, donc la famille est en souffrance, ou les proches, en tout cas, sont en souffrance, comme on disait tout à l'heure, et c'était le but du live aussi, expliquer un petit peu, la prise en charge quand même des proches. Mais voilà, la personne qui consomme souffre aussi, en fait. Elle sait bien, elle se rend bien compte que l'entourage est malheureux, que des fois il y a des problèmes d'argent, que il a perdu son travail, et elle est tout aussi embêtée de tout ça, mais voilà, c'est très compliqué. Et Christolbe, du coup, je me dis, je sais pas si ta famille, tes proches sont dans le coin de Fougères et pourraient venir en consultation entourage, ou si ils sont plus loin, mais en fait, il faut savoir qu'il y a des XAPA partout, dans tous les départements, donc faut pas hésiter. Et comme je disais, c'est pas contrairement à la psychiatrie qui est sectorisée selon le lieu d'habitation, ils sont les XAPA, on n'est pas sectorisé, donc tout le monde peut aller où ils souhaitent, dans n'importe quel XAPA. Donc peut-être qu'il y en a un autour de chez eux, et donc ils pourraient aller peut-être chercher de l'information et de l'aide et du positionnement pour comprendre un petit peu ce qui peut se passer pour toi, en fait. Ouais. On a Esclos, donc bonsoir. À Brest, il existe un lieu de soutien pour l'entourage et la famille, c'est le centre Famille Addiction. Eh ben oui, à Brest, il existe. Eh ben effectivement, et ça c'est plutôt très très bien. Nous, on est plutôt du coup sur Fougères et autour de Fougères, donc on a des problèmes un peu de mobilité aussi pour les patients, donc c'est vrai que c'est compliqué. Je pense que sur Rennes, il y a plus facilement aussi accès à des groupes de parole aussi, des choses comme ça, des groupes famille, des groupes entourage. C'est vrai que sur Fougères, c'est plus compliqué. Ouais. Voilà. Donc c'est très bien s'il y a ce genre de ressources autour de chez vous. Faut pas hésiter aussi à aller
frapper à ces portes-là avec tous les professionnels qui seront là pour vous aider, vous écouter, vous orienter, répondre à vos questions. Ouais. Ouais. Déjà, aider un proche et s'informer sur sa maladie, déjà, ça, je pense que c'est une bonne première chose à faire. Puis essayer de comprendre. Parce que si le trouble, la maladie est vraiment installée, c'est pas nous qui allons sauver la personne, entre guillemets. Donc, essayer de se fixer des objectifs réalistes, parce que sinon on se met nous-mêmes aussi en difficulté. Et on va se sentir nul, on dit je peux pas l'aider, etc. Mais bon, si la personne a une maladie, voilà. On peut pas sauver tout le monde, quoi. Même si on a très envie. Et pour réagir à la vidéo, c'est vrai qu'une personne, elle se dit rarement je vais consommer ou je vais me bourrer la gueule pour les faire chier ou pour les faire souffrir, quoi. Mais des fois, en plus, on associe l'alcool ou la drogue à des choses agréables, entre guillemets, donc on se dit que c'est facile d'arrêter ou que la personne elle le fait juste pour le plaisir ou pour autre chose, mais ouais, faut toujours rappeler que c'est quand même une maladie. Voilà. Ok, et ben j'avais celle-ci. C'est une jeune fille qui se filme un peu pendant une crise de son père, donc on ne le voit pas, il est un peu en arrière-plan, mais ça montre un petit peu aussi ce qu'on peut subir quand on est enfant. Mais c'est pas ma faute si j'ai rendez-vous. Tu peux encore en rajouter une couche ou c'est bon? Pourquoi t'as demandé au juge pour le porter mal alors? Mais au cas où que je voulais. Au cas où tu voulais pas? Au cas où tu fait 6 mois, tu fais 2 ans. T'as un lien, téléphone. Remplis les messages, tu peux en trouver un il y a 6 mois. C'est quand c'était il y a 6 mois. C'était il y a 6 mois. Ah ouais, vas-y. Voilà. On comprend pas exactement tout ce qu'il dit, mais on sent que c'est pas très bienveillant. Et que, bon, elle essaye un peu de réagir avec le sourire, etc. Mais on imagine que c'est quand même pas simple. Ouais, et puis comme disait tout à l'heure, alors du coup, Sandra Pinel, là, la première personne qu'on a vue, dans des moments comme ça, c'est pas forcément le meilleur moment pour essayer de discuter. La personne, elle n'est pas vraiment capable d'entendre les choses et de répondre deuxième fois correctement. Voilà, l'idée, c'est peut-être plutôt de partir, de laisser la personne... de pas rentrer en fait dans le conflit, parce que malheureusement ça risque de monter. On entend au début il est pas très sympathique avec sa fille, donc voilà, l'idée c'est peut-être plutôt d'aller dans sa chambre et puis de se protéger dans des moments comme ça et de laisser la personne et de revenir plus tard en fait, de revenir discuter en tout cas plus tard. Ouais, là on voit qu'elle essaye un peu de discuter, mais bon, c'est vrai que ça sert à grand chose. Mais il faut savoir que s'il y a des violences, entre guillemets, que ce soit verbales ou physiques aussi, il y a des dispositifs qui visent à protéger les enfants, les mineurs, etc. Donc il ne faut pas hésiter non plus à y faire appel si on se sent en danger. Tout à fait. Christophe, du coup, alors oui, mes proches vont mieux. J'ai apporté cette réponse à leurs questions. Ils sont de Fougères. Okay. Et je vous pose cette question pour les autres personnes qui regardent, je suppose. Mes proches vont mieux aujourd'hui. Mais c'était compliqué de leur expliquer cette rechute, expliquer que ça va pas être facile de s'en sortir. Effectivement, c'est aussi pour ça que voilà, s'ils acceptent d'aller déjà voir un médecin traitant ou voir du coup un XAPA ou un centre de famille pour l'entourage, là, comme à Brest, le centre famille addiction, voilà, c'est des professionnels qui vont aussi expliquer un petit peu la maladie, comment ça se passe, les rechutes, le positionnement qu'ils peuvent avoir pour accompagner au mieux la personne. Et puis il y aura le fait que ce soit des professionnels et que ce soit pas aussi la personne qui consomme qui explique. Comme je disais, il y a quand même tout le côté émotionnel aussi qui lie quand même les familles, les amis, l'entourage proche. C'est toujours plus simple d'expliquer les choses quand on n'est pas de la famille et qu'on n'a pas tout ce côté émotionnel et avec l'inquiétude et tout ce qui peut aller avec. Mais c'est vrai qu'on imagine que quand on voit la personne qui commence à s'en sortir et tout le monde est un peu soulagé, content, et bim, il y a une rechute, j'imagine que ça on se dit allez, c'est reparti, et du coup ça doit être fatigant aussi. Et voilà, il y a plein de commentaires aussi, je les ai un peu mis, mais c'est pour dire que des fois, juste en lisant les commentaires, ça peut aider aussi, pas forcément sur les forums, mais des personnes qui partagent les mêmes choses. Voilà. Et les gens ils disent qu'elle a un mental d'acier, mais c'est vrai qu'il faut avoir un gros mental quand même pour subir tout ça.
Et d'ailleurs, elle a grandi maintenant, elle a fait un commentaire où elle dit que... Pour cette personne, je préviens, je suis majeur à l'heure actuelle, cette vidéo date d'avant ma majorité. Et bien évidemment que je n'affiche pas mon père, comme ça je veux juste faire de la prévention et que s'il y a des personnes qui ont besoin d'aide à cause de cela, qu'elles en demandent. Ouais. Et puis en fait, quand on grandit, alors moi je crois que j'avais un reportage là-dessus, ouais. Je sais plus. Peut-être si tu vois les miniatures. Enfance avec alcool. Clock. Et c'est pas tout, pareil. Pardon. Yep. Ah bah c'était ça, bah non. IC ont plus de risques de développer une addiction que d'autres enfants. Ah oui, attends. Peut-être que c'est là. Regarde voir juste. Ah, IC ont plus de risques de... Ah oui. Oui, c'est là. 4 minutes 30 du coup. Hop. Ah oui, voilà. C'est ça. Ah oui, on y est. Ok. Si ça marche toujours. Attends, je vais recommencer. Tac. IC ont plus de risques de développer une addiction que d'autres enfants. Parce qu'ils n'ont pas l'occasion d'apprendre qu'il y a d'autres manières d'aborder les problèmes de la vie que de boire. L'alcool a toujours été un problème. J'ai grandi avec une mère alcoolique. Depuis toute petite, j'ai appris que les émotions, ça se régule avec de l'alcool. J'ai intégré ça inconsciemment. C'est ancré tout au fond de moi. Je me suis évidemment posé la question, comment j'ai pu en arriver là? Comment j'ai pu être aussi bête? J'ai grandi avec cet exemple sous les yeux et j'ai fait exactement pareil. Voilà, du coup, c'était juste aussi pour dire que, voilà, quand effectivement, dans le fait d'avoir honte, de ne pas sortir de chez soi, voilà, quand on grandit avec, effectivement, comme elle disait, hein, dans une famille dysfonctionnement alcoolique, pour nous, c'est la norme, en fait, on ne connaît rien d'autre. Et donc, le fait aussi de réussir à en parler à un moment donné, c'est aussi montrer que, ben non, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres manières de faire et que, en demandant de l'aide, justement, ça va être plus simple de réussir à appréhender tout ça. Et que c'est pas du tout la normalité. Et souvent, les enfants disent que, bah voilà, ils ont connu que ça, c'est comme ça, c'est comme... Ben non, en fait, c'est pas comme ça. Ouais. Est-ce que des fois on entend dire ça, mais je ne sais pas si c'est vrai, il y a des prédispositions génétiques si on a des parents dépendants? Alors, est-ce qu'on a plus de chances de le devenir après? Oui et non. En fait, il y a ce qu'on appelle... la dépendance, c'est plutôt un triangle un peu... multifactoriel avec du coup il y a 3 choses qui rentrent en jeu. Donc il y a la personne, donc poids, sexe, taille, conditions physiques, conditions mentales, voilà, l'humeur, la personnalité, le mode de vie, il y a tout ça. Il y a le produit qui va être consommé, donc la quantité, la qualité, quel produit, quel dosage, enfin voilà, il y a tout ça, et le contexte en fait. Donc il va y avoir le contexte social, le milieu de vie, conditions de vie, voilà, la culture, le schéma familial. Donc voilà, ça en fait partie. Et puis l'environnement aussi physique, dans quelles conditions on est quand on prend, le produit, l'accessibilité. Enfin voilà, donc il y a un petit peu tout ça. Donc grandir dans une famille à dysfonctionnement alcoolique, ça fait partie des risques en fait. C'est une personne qui va être à risque. C'est pas pour ça qu'elle va le devenir du tout. Okay. Il y aura aussi les 2 autres. Parce qu'on entend beaucoup quand même en mode j'ai des parents alcooliques, donc j'ai plus de chances de le devenir, etc. Mais pas forcément, quoi. Non. Et donc on a un autre commentaire. J'ai grandi avec une maman alcoolique et addicte à autre chose. Je n'ai pas pu la sauver malgré que j'avais cette envie. Ouais. Mais c'est vrai qu'on peut avoir toute l'envie d'aider la personne. Bah, si c'est une maladie, on n'a pas tous les outils pour aider la personne. Même
Je sais pas si c'est le cas ici, mais si on a un proche qui se suicide, des fois quand on vient se suicider, des fois on culpabilise beaucoup en se disant qu'est-ce que j'aurais pu faire, c'est de ma faute, j'aurais pu le voir, etc. Mais en fait non, des fois on peut rien y faire. Voilà, on n'a pas les outils pour tout comprendre et aider la personne, donc c'est pas de notre faute si une personne ne s'en sort pas, quoi. Ou en vient à se suicider. C'est important quand même même si la culpabilité c'est normal, c'est humain de culpabiliser. Mais c'est pas de notre faute. Voilà. Ouais, tout à fait. Et peut-être faire un dernier sujet autour de l'anxiété. Vas-y. Une personne qui a de l'anxiété. Ça peut être intéressant aussi. Un truc un peu plus rigolo. Non, on a besoin de rire. Vas-y. Non, c'est pas celui-là. Non, on l'a déjà vu. Sketch anxiété. Je sais pas si c'est celui-là. Voilà. Tu dors ? Oh non, pas toi. Ta to-do list aujourd'hui, il y a 2 cases que t'as pas cochées, on est d'accord. J'ai pas eu le temps, je le ferai demain, c'est pas grave. Bon après, t'as l'habitude de pas finir ce que tu commences, hein. T'es sûr que t'as bien mis ton réveil ? Imagine tu te lèves pas demain. Le courrier de l'URSSAF là qu'il y a sur le bureau, tu vas l'ouvrir un jour où il fait partie de la déco. S'il y a un incendie là, tout de suite, tu fais comment pour t'échapper ? Tu peux pas sauter, on est trop haut, hein. Bah écoute, tant mieux, comme ça au moins je te verrai plus. Tu te rappelles, il y a 2 ans, quand t'avais dit à la caissière, gardez la monnaie alors qu'il manquait 20 centimes. La honte, hein. Imagine là sans faire exprès, t'as posté une story de toi à poil et tu t'endors. Tu te réveilles demain, tu vois 52 appels en absence. Pourquoi je ferais ça ? J'ai même pas de photos à poil de moi dans mon téléphone. Enfin, je les ai effacées, je crois. Ah là là, on est bien quand même tous les deux, hein. Et la meuf avec qui tu parles en ce moment, ses messages aujourd'hui, ils étaient froids de ouf, hein. Ça t'a pas choqué ? Bon allez, il se fait tard, je te laisse dormir. Tiens, attends, juste une dernière question et après je te laisse. À ton avis, il y a quoi après la mort ? Fils de... Tu dors ? Oh non, pas toi. Voilà, je trouve que ça représentait bien l'anxiété. Cette petite voix dans notre tête qui nous dit qu'il y a des problèmes, qu'il va arriver des choses négatives, des grands dangers, etc. Et voilà, on a tous un petit peu d'anxiété. Dans notre tête, on s'imagine. C'est souvent ce que j'explique aux jeunes, c'est des pensées qui commencent par « et si ?» Et s'il se passe ça ? Et si je fais pas ça ? Qu'est-ce qui va se passer ? Donc on s'imagine des conséquences. Donc on a tous un petit peu d'anxiété, mais c'est vrai que quand ça devient ce qu'on appelle un trouble anxieux, où l'anxiété, elle va tellement prendre de place qu'elle va presque nous empêcher de vivre normalement. Soit d'avoir des relations avec les autres, soit d'aller au collège, au lycée, au travail, de prendre les transports. Enfin, à partir du moment où l'anxiété est tellement grande qu'elle m'empêche de vivre au quotidien, je dirais que c'est là que ça devient problématique. Et qu'on peut avoir besoin d'aide aussi. C'est comme le trouble dépressif, comme l'addiction, ça fait partie des troubles. L'anxiété est une grande question, comment le maîtriser ? Grande question. Ça c'est pareil, il y a plein de possibilités. C'est effectivement très complexe comme question et l'idée c'est déjà d'en avoir conscience, c'est bien. Et puis d'aller demander un petit peu d'aide. Donc effectivement, il peut y avoir un suivi psychologique, il peut y avoir... d'en parler déjà ça fait du bien et puis derrière il peut y avoir si c'est trop compliqué des comprimés, des traitements à prendre quand même, il y a plein de choses qui sont possibles pour essayer de réduire l'anxiété et en tout cas réussir à vivre avec et rendre ça un petit peu plus acceptable. C'est clair. Et c'est moi ce que je dis souvent si on y arrive, c'est déjà identifier sa pensée anxieuse, de se dire que ça en est une, un peu l'étiqueter comme si on voulait lui mettre une étiquette. Et essayer d'interroger cette pensée. Si par exemple c'est un exemple de pensée anxieuse, là il a dit et si ton réveil sonne pas, un truc comme ça, se dire ok, et même s'il sonne pas en fait, qu'est-ce qui se passerait ? Est-ce que ce serait très grave ? Est-ce que je suis en danger ? Et essayer un peu comme si on interrogeait, comme si c'était une vraie personne et on interroge un peu la pensée. Est-ce que j'ai des preuves de ce qui va arriver ? Est-ce que si jamais ça arrivait, ce serait vraiment très grave, etc. Se poser des questions un peu à soi-même pour se rassurer. Parce que l'anxiété, ça fait partie de la peur, donc c'est notre cerveau qui se met en mode danger. Donc la peur, c'est plutôt bien, ça nous aide à nous protéger des dangers. Donc apporter des preuves à son cerveau qu'il n'y a pas vraiment de danger, en se posant des questions. Ou alors si on est face à une personne qui est très anxieuse, justement essayer de lui poser ces questions. Essayer d'aller interroger cette pensée, de lui montrer, de lui apporter des preuves que... la personne en sécurité, plutôt que de juste de lui dire mais non t'inquiète pas c'est rien, parce que ça va pas marcher. C'est comme dire à une personne en dépression allez bouge-toi, juste dire à une personne mais non c'est rien, t'inquiète, stresse pas. Ça il peut y avoir aussi
des petits exercices de respiration, des choses comme ça qui vont permettre de se décaler un petit peu de cette question anxieuse, de cette peur-là. Mais en tout cas, si on a une personne qui est très anxieuse, même si nous on sait qu'il n'y a pas de danger, que nous on sait que c'est pas grave, ne pas minimiser en tout cas son angoisse, parce que pareil, c'est dans le cerveau. Son cerveau là, il est en mode il y a un danger. Et même si nous on sait qu'il n'y en a pas, c'est comme les petits qui ont peur qu'il y ait un monstre sous leur lit. Nous on sait qu'il n'y en a pas, mais eux dans leur tête il y en a un, donc il vaut mieux aller voir avec eux sous le lit. Et sortir le monstre. Et sortir le monstre, voilà. Plutôt que juste de leur dire mais non, j'ai perdu le mot, tu t'imagines. Voilà. Il y avait peut-être un autre humour. C'était quoi l'autre humour? Quand j'ai mis humour. T'es anxieux au bout? Arrête d'être anxieux. Abonne-toi, plus d'astuces. C'est tout. Tu peux remettre, pardon, j'étais en train de. Désolée. J'étais en train de lire. T'es anxieux au bout? Arrête d'être anxieux. Abonne-toi, plus d'astuces. Ouais, pas mal. Voilà. C'est facile. Voilà. En fait. Des fois, t'as des personnes autour de toi qui me disent arrête de stresser. Mais arrête d'être stressé comme ça. Et là, ça t'énerve encore plus. Bah ouais. Comme quand t'es en colère et que quelqu'un te dit de te calmer. Ou mais arrête de t'énerver. Ils savent que ça énerve encore plus. C'est ça. Donc voilà, donc ça sert à rien. Du coup, je lisais, la réponse de Christolbe qui dit « Merci beaucoup, cette réponse pourrait peut-être aider ceux qui se la posent. » Pour le coup, Christolbe, c'était un tout début de réponse, en fait. Voilà. Ouais. C'est un peu plus long et un peu plus compliqué, mais... Ouais, ça dépend encore de chaque personne, de son niveau d'anxiété, de plein de choses. Ouais. Il y a des anxiétés qu'on va réussir à canaliser, mais oui, juste de dire à une personne « Arrête de stresser », ça va pas marcher en général. Essayer de comprendre, entre guillemets. C'est comme quand tu nous disais, essayer de comprendre la personne, ce qu'elle peut vivre, que c'est son cerveau qui dysfonctionne ou qui fonctionne différemment à ce moment-là et que c'est pas de sa faute, quoi. C'est pas elle qui exagère ou autre, quoi. Vraiment écouter et être là, en fait, être présent, écouter sans juger. Les gens n'attendent pas forcément de réponse des fois, en fait. C'est juste pouvoir exprimer aussi cette anxiété à quelqu'un. Des fois, ça libère aussi. Ouais, c'est ça suffit. Des fois, même que ce soit dans tous les troubles, on peut tout de suite avoir envie d'apporter une solution à la personne. Mais des fois, elle a juste besoin d'un espace où parler. Pour lâcher. Voilà. Mais c'est vrai que nous, en plus, ça part d'une bonne intention parce qu'on a envie d'aider les gens, surtout les gens qu'on aime et tout. Donc on a tout de suite envie de dire, mais il faut que tu fasses ça, il faut que tu ailles voir tel machin. Mais en fait, ça va plus c'est ça. Angoisser plus qu'autre chose. Et puis c'est peut-être pas ce que la personne attend, en fait. Ouais, elle voulait peut-être juste se libérer de son truc là qui l'angoisse. Et puis derrière, voilà, c'est tout. C'est lâché, ça fait du bien déjà. Ouais, c'est ça. Juste écouter la personne activement, lui poser des questions, écouter. Des fois, c'est juste ça qui va l'aider. Faut pas avoir un master en psycho forcément pour comprendre les troubles psy des personnes. Voilà. Est-ce que tu avais autre chose? Ben non, je crois pas. Celui-là, je sais pas si on peut en donner un petit dernier, sinon. Je sais plus. Ah oui, ça c'est plutôt pour les parents. Un mais enfant du coup, qui c'est a pas une mal. détresse psychologique, s'il vous plaît, écoutez. Je m'appelle Alice et j'ai eu une adolescence chaotique à base de dépression, déscolarisation, autodestruction, hospitalisation à gogo. Aujourd'hui, je suis une adulte stabilisée qui s'en est sortie et j'aimerais vous parler avec toute ma sincérité et mon recul du meilleur positionnement à adopter face à un enfant en souffrance. Déjà, ne soyez pas culpabilisant vis-à-vis des comportements de votre enfant. S'il ne sort plus de sa chambre, s'il ne se lève plus en cours pour aller le matin, s'il devient impulsif et irritable, s'il se drogue ou autre, ne lui envoyez pas de pique et ne vous montrez pas hostile envers lui. Votre enfant est en détresse actuellement et il se gère comme il peut, c'est-à-dire maladroitement, mais il ne peut pas faire autrement à un instant T dans sa vie. Ne lui criez pas dessus, ne le punissez pas, ne lui mettez pas d'ultimatum, je vous promets que vous n'allez rien y gagner, si ce n'est rompre la confiance entre vous et votre enfant. Si votre enfant va mal, on est sur une vraie détresse psychologique et il a besoin d'être pris en charge et d'être soigné. C'est la seule priorité. L'école, le reste, on s'en fout, c'est un faux problème. L'idée là, c'est juste qu'il ne
pas, ok? Et qu'il puisse s'apaiser et aller mieux, bien sûr. Emmenez-le voir un psy ou un autre professionnel de la santé. Ne lui mettez pas la pression pour avancer, pour retrouver un rythme normal. Montrez-vous compatissant, écoutez-le, accompagnez-le. Acceptez aussi qu'il ne veuille peut-être pas vous parler, ça peut arriver, mais assurez-vous qu'il parle au moins à un psy, un médecin ou à un adulte de confiance. Je sais que c'est dur, mais ne vous laissez pas dépasser par vos émotions, c'est votre rôle en tant que parent. Votre enfant actuellement est dans un état de détresse. Vous devez faire preuve de patience et être présent pour lui. Comprenez que c'est chimique, ça se passe au niveau du cérébral et le meilleur rôle que vous puissiez avoir, c'est de l'accompagner avec patience, bienveillance et empathie. Si vous êtes... Ouais, très directive. Très directive, bon, effectivement, c'est... Le fond est intéressant. Est bien et intéressant, mais... Elle tombe un peu dans les travers de ce qu'elle dit de ne pas faire, de dire il faut que vous fassiez ça. Il faut faire ça, surtout faites ça, et pas ça. Donc bon, c'est ça qui a un peu la limite de ce qu'elle dit, mais je trouve le fond assez intéressant de ne pas culpabiliser, de prendre le temps, de ne pas braquer ou leur punir, etc. Si on a un ado qui consomme des drogues, ça peut être la première chose auquel on pense, de le punir, de l'interdire de sortir, etc. Oui, puis essayer de comprendre pour le coup, là, écouter, être présent aussi, essayer de comprendre ce qui se passe, le pourquoi du comment ça s'est passé, tout ça, et essayer d'aller comprendre un petit peu ce qui a pu l'amener à ça. Ouais, c'est ça. Et pour prendre la défense des parents, c'est vrai que des fois, quand tu as ta journée de travail aussi, etc., t'arrives, t'es moins patient aussi, et c'est compréhensible aussi, d'une certaine manière. Si on pouvait être bienveillant et patient avec tout le monde tout le temps, ce serait génial. Mais nos vies ne nous le permettent pas forcément. Non. Donc, soyons aussi indulgents avec les parents. Tout à fait. Voilà. On réconcilie les gens ce soir. C'est vrai. On essaye. Mais prendre le temps, pas culpabiliser, essayer de comprendre, se renseigner sur le trouble que vit la personne, l'écouter, ce qu'elle ressent. Ouais, lui demander de quoi il a besoin aussi, des fois. Ouais. Souvent, une émotion, ça correspond à un besoin. Donc voilà. Mais c'est pas facile. Olbe qui nous met... Ah, c'est de la pub pour vous, les professionnels. Après, c'est à vous de faire ce que vous avez à faire. Tout à fait, merci. Exactement, c'est notre rôle aussi, entre guillemets. Enfin, moi, je reçois pas les personnes directement, mais oui, vous, Oxapa. Je rigole. Voilà, je trouvais que ça résumait bien. Oui, tout à fait. Ça conclut bien. Voilà. Je sais pas s'il peut y avoir encore des questions dans le chat éventuellement. On peut prendre des petites questions. Avant que l'on se quitte. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais je trouve qu'on devrait faire tous les lives à deux. Mais oui, dis donc, c'était un peu plus facile pour moi et fluide. Pour tout dire, j'étais très, très angoissée. Voilà. Aujourd'hui. Donc, Laurent et Romain, voilà, restez chez vous. Je rigole. Non, vous nous avez manqué quand même. Mais oui, on vous adore en vrai. On aurait bien aimé avoir vos analyses, vos réactions. Ouais, alors je sais pas si Laurent est mort ou pas. Peut-être qu'il s'est endormi. Ouais, et peut-être que Romain a mieux à faire pour le coup. Peut-être aussi. Bon. Oui, ça se trouve, on les vanne, mais ils nous entendent même plus. C'est vrai. Bon, par contre, tous les autres, si vous avez encore des questions. Exactement. On voit qu'il reste encore quelques personnes. Donc, mais sinon, j'ai pas mis du coup ce que tu as préparé. Ouais, alors je referai ça de manière... Ah voilà. Non, il est là, Romain est là. Ouais, on laissera ça si on peut sur la page Insta ou quelque part. Oui, nous suivre sur Insta, SideQuest. C'est possible. Comment il s'appelle notre compte Insta déjà Voilà, j'ai mis un petit peu... SideQuest-du-bas live. J'ai regroupé un petit peu, voilà, donc en premier, ça va être un petit peu les forums de partage, du coup, après les numéros de téléphone d'écoute, et après différentes associations, avec aussi donc les associations d'anciens buveurs, néphalistes, voilà, tout ça qui peuvent rendre service aux gens, les écouter, voilà, être présent aussi. Donc voilà, il y a aussi, comme on disait, médecin généraliste. Et donc, voilà. Il faudrait même rajouter aussi enfants sans danger. Oui, tout à fait. Si on est un enfant et qu'on a des parents violents et qu'on a besoin d'aide pour sortir d'une famille violente. Comme quoi, Laurent est loin d'être indispensable. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. Non. Voilà. Moi, je n'aurais jamais osé dire ça, personnellement. Merci, Romain. Je vais aller regarder sur vos lives sur YouTube. Merci. Eh ben, vas-y, Christophe. On a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle SideQuest 35 avec tous les replays. Tout à fait.
Donc merci pour toutes tes questions aussi, Christophe, c'était très intéressant. On espère avoir répondu au maximum à toutes tes questions. Merci à tous de nous avoir suivis. Le prochain on ne sait le pas mois encore. prochain, on donnera la date. Si vous avez des envies de thèmes, n'hésitez pas à nous les faire passer. Voilà. On espère que nos collègues seront de retour avec nous. Tout à fait. Ce qui nous manque quand même. Oriane, live hyper intéressant. Merci Maïla et Camille pour toutes ces précieuses infos. C'était chouette de vous voir tous les deux en entier pour une fois. C'est vrai que normalement, on n'a que la moitié de nos têtes. C'est ça. Normalement, c'est les deux absents qui sont en plein milieu. Et ben pour une fois, c'était une volonté de leur part. Ils nous ont dit on veut être au centre, on veut la lumière. C'est clair. Bah, surtout Laurent. Surtout Laurent, effectivement. Donc, voilà. Donc pour une fois, on l'a pris, la lumière. Et puis on vous remercie vraiment beaucoup. Bah ouais, c'était chouette. Ouais. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée, bonne nuit. Et puis à dans un mois à peu près. Bisous. Ciao.